Bonjour et bienvenue sur ma deuxième vidéo de la série dédiée à la Clean Architecture. Donc, pour rappel, le fil rouge de la série est la construction d'un Pokédex, donc, où on y voit la liste des Pokémon, où on peut accéder à leurs détails. En arrière-plan, vous pouvez voir l'état du projet à la fin de la première vidéo, qui était consacré à la mise en place et au mode standalone. Dans cette vidéo, on va plutôt s'axer ici sur l'inversion des sources de données facilement, un peu la notion de testabilité encore une fois du code, mais moi le but premier de cette vidéo c'est maintenant de pouvoir se plugger à une API REST que j'ai développée et voir comment ça se passe maintenant dans notre projet. Et moi, ce que je souhaite, c'est comme ce que j'ai mis dans l'article, c'est de tenir ma promesse et de m'appuyer sur ce qui a été créé pendant la vidéo précédente, avec le mode standalone, etc. Alors nous revoilà sur IntelliJ, où l'idée, ça va être là, d'ici, de remplacer cette source de données par une source que l'on veut, en l'occurrence, voilà, par exemple, REST Pokémon Loader. L'idée, ça va être de construire ça. Donc, on va commencer encore une fois et encore toujours par les tests. Donc ici, ça va être plutôt des tests que j'appellerais d'intégration, on va dire de niveau 1. C'est-à-dire que on va interagir avec un système extérieur, mais sans dialoguer directement avec lui. C'est-à-dire qu'on, vous allez voir, on va venir spy, moquer dans un autre vocabulaire, les appels. Voilà. Pour pas faire de vrais appels et pas être couplé aux aléas du réseau, etc. Donc moi, c'est ce que j'appelle ça des tests d'intégration de niveau 1. Après, vous les appelez comme vous voulez. Donc voilà, donc on commence par notre describe, intégration, REST Pokémon Loader, fetches. Qu'est-ce qu'on va commencer à regarder, à tester? Eh bien, si on récupère une liste de Pokémon. Voilà, list with some Pokémon. Comment ça se passe? Là, on va commencer par notre point d'entrée, hein, comme dans la dernière vidéo, par le handler. Donc c'est un Pokémon handler, hein, de type Pokémon handler. Et on va construire notre test. Je ne vais pas mettre tout de suite la source donnée, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, cette fois-ci, ça va pas être du in-memory. Je construis le test qu'il y a autour. Donc, en l'occurrence, moi, je veux récupérer tous les Pokémon. Je subscribe, comme pour le premier test, quand on construisait notre mode standalone. Donc là, j'expecte que tous les Pokémon vont être égales à un tableau de Pokémon. Là, ici, je m'embête pas plus que je mets un Pokémon. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne teste pas que je renvoie bien un tableau avec plusieurs Pokémon. Je veux juste avoir la transition entre les deux mondes. Donc là, j'oublie pas que je suis dans un monde asynchrone, donc avec le callback done. Là, ici, pour faire l'expected Pokémon, eh ben, je vais utiliser quelque chose qu'on a créé à la précédente vidéo, le builder. Pourquoi? Pour avoir plus de lisibilité sur les paramètres que je renseigne quand je crée le Pokémon. Donc il aura le numéro 1. Il va s'appeler Pokémon par exemple. Ici, là, je fais vraiment avec des données complètement fake. L'idée, je le répète, c'est de pas tester que le use case marche. On l'a déjà fait. Là, c'est vraiment le test que l'adapteur entre les deux mondes, c'est-à-dire entre le monde REST et mon corps applicatif
à l'intérieur de mon domaine fonctionnent, dialoguent bien ensemble. Donc là, on remarque que Pokémon Handler, il lui manque bien évidemment sa source de données, le loader. Là, donc je vais en créer un, mais cette fois-ci, il va être implémenté par la nouvelle classe que l'on veut faire, Crest Pokémon Loader. Là, je finis tout ce qui est en rouge. Donc là, juste pour un petit rappel, le handler, c'est bien notre use case. Clean architecture. Le loader, c'est un port. Et le dernier, le rest Pokémon Loader, est un adapteur, comme le in-memory Pokémon Loader. Donc là, on va le créer. Donc, nous avons dit que c'était un adapteur comme le in-memory. Donc il va se placer dans les secondaires. Et là, comme la dernière fois, je vais faire la distinction avec le monde réel. C'est pour ça que je crée un directory real. C'est des habitudes perso. Donc là, notre nouvel adapteur, Rest Pokémon Loader, va implémenter notre port, donc Pokémon Loader, afin de respecter le même contrat d'interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Voilà, j'utilise IntelliJ pour pour faire le minimum d'implémentation automatiquement. Et là, je vois qu'il n'y a plus de rôle, donc je lance les tests. Donc là, il me dit qu'il ne connaît pas subscribe parce que c'est undefined. Là, je suis assez feignant, donc je vais juste copier-coller et je vais répondre avec le minimum de code possible au test pour faire passer le test. Grosso modo, qu'est-ce que c'était? C'était je veux retourner un tableau, un observable avec un tableau d'un seul Pokémon. Donc, on va réutiliser off et on va lui passer directement le Pokémon. Et on va relancer les tests. Donc là, tout passe. Par contre, là, vous allez me dire, t'es bien gentil, tu fais du REST, mais là, t'appelles aucun client HTTP ou autre. Et ben, on va le faire. Donc là, on va créer un faux client HTTP. On va juste se baser sur celui d'Angular. Donc, en grosso modo, il retourne juste un objet avec un get nul. Vous allez comprendre pourquoi juste après pourquoi je fais ça. Et c'est un type HTTP client. HTTP client et le client HTTP fourni de base par Angular. Et là, je vais lui passer dans le constructeur. Donc là, je crée le code qui va bien pour pouvoir l'utiliser dans ma nouvelle classe. Donc là, je tiens à préciser que j'utilise le HTTP client d'Angular parce qu'il marche plutôt bien. Et comme je suis pas dans mon domaine ou mes use cases, je peux utiliser des éléments extérieurs à uniquement TypeScript. Et donc là, je ne me prive pas pour utiliser ce qui est fourni par Angular. Donc là, petite particularité, là on va venir moquer, spy, c'est plus ou moins les mêmes notions, afin de pouvoir voir si on fait l'appel et retourner ce que l'on veut pour cet appel. En gros, on va plus ou moins l'intercepter pour pouvoir le manipuler à notre guise. Donc là, je dis que tu espionnes le get de HTTP flag client et quand tu vois qu'il est appelé, ben, tu retournes cette valeur. Donc en l'occurrence, un observable avec le fake Pokémon Response. Et Pokémon Response, c'est la réponse la fausse réponse que je vais définir que mon client qu'un appel HTTP pourrait renvoyer. Donc lui, il est de type Pokémon DTO, donc Data Transfer Object. Cette DTO, normalement, elle est fournie par l'équipe back ou si c'est vous, par vous-même. Donc là, je me la suis fournie, donc c'est celle-là. Et la DTO se met à côté donc de l'adapteur dans le monde réel. Hop, je la crée.
Donc je précise pendant que je fais ça qu'il peut y avoir d'autres façons de faire que par l'intermédiaire de Spy ou de Mock. Mais là je voulais vous montrer cette façon de faire. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où je m'autorise à utiliser ce genre de technique. Pourquoi? Parce que HTTP client est un acteur dont je n'ai aucune maîtrise. Ce n'est pas à moi, donc si je le moque, dans ce cas-ci, ça ne me dérange pas trop. Et en plus, comme ça intervient pas directement dans mes use cases, etc., c'est en périphérique de mes use cases, il n'y a pas, je trouve, il n'y a pas forcément de souci. Donc là, j'implémente ma réponse donc avec des données que je fais exprès qu'elles ne coïncident pas avec le expected Pokémon afin que le test me force à changer la première implémentation que j'avais faite. Donc la description. Hop. Donc là, j'ai plus rien en rouge. Je vais relancer le test. Peut-être pas tout. Ah oui, il me manque un petit truc. C'est-à-dire que je vais pas utiliser les spikes à moitié. C'est que je vais regarder si mon get il a été appelé et une seule fois. Comme ça, j'ai pas de surprise. Le code l'appelle qu'une seule fois. Et également s'il a été appelé avec la bonne URL de mon backend. En l'occurrence, being je vais y arriver. L'autocomplétion un peu une galère. To have been called with. Et là, je tape à la main. Donc l'URL de mon serveur API, de mon API. En l'occurrence, démo Pokémon Backend REQ App PIV1 et c'est sur la ressource Pokémon. À partir de là, je lance les tests. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Et il me dit que le spy il n'a pas été appelé une seule fois mais 0. C'est normal parce que je ne l'utilise pas encore. Donc là, on va l'utiliser. With HTTP. C'est un get. On va retaper à la main l'URL. Pourquoi je ne fais pas de copier-coller? C'est pour prévenir d'éventuelles erreurs sur à la première frappe. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Pokémon. Et là on va le compléter, donc c'est un observable. Je dois utiliser un pipe pour chaîner à l'intérieur les différents opérateurs. En l'occurrence, nous on va vouloir mapper notre réponse afin de pouvoir retourner un Pokémon. Et là, petite particularité dans la signature du map, on peut lui donner le type d'entrée dans la fonction et le type de sortie. Donc en l'occurrence, nous, à l'entrée, on a des Pokémon DTO, un tableau même. Et nous, on va vouloir en sortir un tableau de Pokémon. Donc à quoi cela sert? C'est à l'intérieur du map, les différentes variables vont être typées implicitement. Donc là, je sais que Pokémon avec un S, c'est un tableau de Pokémon DTO. Ce tableau de Pokémon DTO, on va vouloir changer chaque élément afin que ces DTO deviennent des entités connues par notre domaine. Donc là, je me sers du builder que j'ai déjà créé avant afin de ne pas refaire. Et je vais le retourner en changeant les valeurs et en mappant du coup au bon endroit les valeurs de ma DTO sur mon objet qui est propre à mon domaine. Donc, en l'occurrence, l'ID correspond au number.
le name au nom, la taille à la taille. Donc là on voit aussi qu'en ayant typé dans le map, on a l'autocomplétion qui est faite intelligemment par IntelliJ, qui est très pratique. Par exemple ici, là, je me souvenais plus que c'était pas avatar, mais picture URL. Petite feinte que je me suis faite. Là, on termine par la description. Hop, et on lance. Là, on voit qu'on a eu une erreur. Donc, pourquoi est-ce que j'avais tout simplement fait exprès de ne pas remplacer pour voir qu'on allait bien avoir une erreur. Effectivement, je l'ai dit il y a quelques instants. Donc là, on change comme il faut. 5, 7, picture URL et description. Hop, on lance. Là, j'ai toujours une erreur parce que j'ai inversé la taille et le poids. Voilà. Là, on voit bien que notre code, enfin, le test traverse bien toutes les strates de notre code. On va le voir là. Effectivement, là, j'ai pas la même URL qui est appelée. Là, on peut voir que j'ai fait une erreur. J'ai mis le D avant le N. Là, on change. Et oui, effectivement, donc notre test traverse bien toutes les couches de l'appel. Il vérifie bien que l'appel est bien fait avec la bonne URL et qu'on renvoie bien maintenant un objet Pokémon comme on le souhaite. Maintenant qu'on a fait le haul, on va récupérer le détail d'un Pokémon. Avec même principe. Donc on va faire un copier-coller de tout ce qui nous intéresse. En l'occurrence des lignes 13 à 33. On n'oublie pas le done aussi. Copier-coller. Là, cette fois-ci, ça va pas être un tableau, mais directement l'objet qu'on aura. Et là, même combat, le handler, il a une méthode, si vous vous rappelez bien, get, où on passe le numéro du Pokémon en paramètre, qui retourne également un observable d'un Pokémon. Donc Pokémon sans S, on va le vérifier qu'on le récupère bien. Là, je le répète encore une fois, là, on teste pas tout le use case, on teste bien qu'on a bien le bon mapping, que on a bien un appel, si on veut qu'un appel, et qu'on appelle bien la bonne URL. Voilà. Ici, on fait que ça. On copie-colle, on modifie l'URL, parce que maintenant, on veut qu'il y ait tapé sur la ressource Pokémon, mais avec le 3. Là, on lance. Pareil, il nous remet la même erreur undefined. On n'a pas complété, donc on va compléter notre code. With un HTTP get, toujours l'URL à la main. HTTP demo-pokémon-backend.heroku app.com/API/v1/Pokémons
Et là, on rajoute le nombre derrière. Pas le nombre, le numéro du Pokémon, pardon. Là, on fait, c'est toujours un observable qui est retourné, donc on utilise le pipe, puis le map. Cette fois-ci, c'est pas un tableau de DTO de Pokémon qui nous a renvoyé, mais la DTO directement. Et nous, on veut renvoyer directement un Pokémon et pas un tableau. C'est un peu la petite variante. Et là, on va, comme le code précédent, on va venir mapper le résultat de l'appel avec notre builder pour qu'il réponde à l'entité qui est connue dans notre domaine. Là, j'ai une petite erreur parce que j'ai mis des parenthèses à la place des chevrons. J'ai rectifié. Donc là, je relance et on va voir que tout devrait passer. Super. Maintenant, là, on va refactorer notre code. Là, on remarque que nous avons une duplication du builder. Donc, vous le savez bien, on essaye de ne pas faire de duplication dans le code. Moi, ce que je vous propose, c'est d'extraire cette partie. Là, on va le mettre dans un premier temps ici. On va l'appeler map2Pokémon. Ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Je réfléchis si je peux donner un meilleur nom. Mais j'en ai pas de meilleur qui me viennent immédiatement à l'esprit. Donc on va laisser comme ça pour le moment. Donc là, on va juste compléter ce qu'IntelliJ a fait. Parce qu'il ne nous a pas mis les types. On va les mettre. Hop, on a extrait ça. On relance donc immédiatement les tests pour voir si nous avons rien pété. Tout passe. On continue notre refacto. Voilà, donc on n'a pas besoin du return ici. Hop, on relance toujours. Tout passe toujours. Donc là, on va faire la même chose pour le code au-dessus. Là, on lance. Tout passe toujours. Et là, on tente un petit truc. J'avoue que je ne l'avais pas encore fait avant, mais je savais que ça marchait. Mais les tests nous permettent de s'assurer que d'appeler la méthode directement comme ça fonctionne. Donc ça réduit encore le code. Ça, c'est plutôt cool. Donc tout passe. Donc là, par contre, là, ça, vous serez d'accord avec moi que ça n'a rien à faire ici. On va le changer. On va créer un nouveau directory, toujours dans les secondaires, parce que c'est propre aux adapteurs. On va créer un directory pour les mappeurs. En l'occurrence, Pokémon Mapper. Donc là, on essaye d'être single responsibility à tous les niveaux, c'est-à-dire ça s'adapte. Single responsibility, c'est pas que pour une méthode, c'est pour une méthode, un fichier, une classe, enfin tout ce que l'on veut. Là, j'ai extrait mon mapper dans un fichier propre. Je l'ai mis en statique parce que je n'ai pas besoin de garder d'état ou de choses comme ça dans la classe. C'est juste pour la classe, c'est là pour donner un contexte. Donc, je peux garder le statique. Enfin, je peux mettre mon mapper en statique. Là, tout fonctionne. Maintenant, on revient à nos tests. On va faire un peu de refacto parce que là, on voit qu'il y a de la grosse duplication sur ces lignes-là. Donc, on va essayer de mettre tout ça dans un before each. Au préalable, on va déclarer toutes les variables en amont. Donc là, on est obligé de passer par un let. Enfin, obligé. On doit passer par un let
car le before each va réécraser à chaque exécution des tests, donc obligé de passer par le let. Donc fake Pokémon response, type Pokémon DTO, un expected Pokémon, de type Pokémon, Pokémon loader, là c'est du bête et méchant hors copie, toutes les variables qu'on a pu utiliser juste avant, là le handler, hop, on va faire un autre before each, là gros copier-coller des familles, on remet tout dedans, on enlève les consts du coup, parce que ce n'est plus utile dans notre cas. Hop. Pareil, là, vu que c'est déjà préalablement typé avec le let, on enlève le typage. Autrement, IntAG et puis même le compilateur TypeScript n'est pas content. Voilà, on enlève tout ça. Alors on remarque juste une chose, c'est que le Pokémon Loader est utilisé que pour le handler, donc autant pas le mettre en let, mais directement en const, ça fait du code en moins. Donc là on lance tout de suite les tests pour voir si ça n'a rien pété. Donc tout passe toujours, c'est super, et là on s'empresse d'aller tout supprimer ici. Hop, tout est vert, c'est super. On regarde s'il y a d'autres choses. Là, on peut enlever la dépendance qui n'est plus utilisée. On pourrait refacto la Pokémon Handler, tout ça, mais après, ça devient un peu trop abstraction du expect. Maintenant, ici, ben, on va s'empresser également d'utiliser notre nouvelle source de données. Ça, celle-là, je la garde juste au chaud pour plus tard. Et là, eh ben, on va aller mettre rest Pokémon Loader et il prend, si vous vous souvenez bien, un HTTP client en paramètre. Donc HTTP, celui-là, il ne sort pas de nulle part. Le système d'injection de dépendance d'Angular nous permet d'injecter automatiquement le HTTP client d'Angular. Il faut juste le préciser dans le provider ici. En l'occurrence via le paramètre dans la use factory et rajouter l'entrée deps, j'imagine que c'est pour dependency, et le HTTP client, ainsi que de ne pas oublier l'import du module. Là tout me paraît bon, on regarde si tout a compilé, voilà, Webpack n'a pas fait de crise, et là on va aller voir ce que ça donne. Je tiens juste à préciser que je n'ai absolument rien touché aux components, etc. d'Angular. Donc là, la requête est en pending, c'est normal, c'est le serveur EQ qui a dû se mettre en veille, mais il va répondre. Et voilà, comme par magie, j'ai tous mes Pokémon avec leurs images. On voit bien qu'on a le bon appel, on peut aller dans les détails, dans le détail de chacun. Et on voit bien qu'on tape sur notre API REST. Et j'ai pu faire ça grâce au mode standalone qui m'avait permis de construire au préalable avec des sources de données intérieures toute la tringlerie, que ce soit la vue ou le use case. Là, pour finir sur la vidéo, là, moi j'aimerais bien un peu automatiser le switch entre les deux sources de données. Parce que c'est vrai, faire à coup de commentaires, c'est un peu chiant. Moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, une constante Pokémon Loader qui vient d'une factory, qui viendrait d'une factory de Pokémon Loader. Et qu'en fonction d'une variable, on me retourne la bonne chose. Donc une variable d'environnement, par exemple. On va le voir
un peu après comment je fais ça. Enfin, l'une des propositions de comment on peut faire ça. Donc là, on va généraliser un petit peu le truc. Ça va être plutôt un Pokémon Dependency Injection et une Factory. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que peut-être que dans le futur, il n'y aura pas forcément que mon adapteur Pokémon Loader là-dedans. Il y aura peut-être d'autres choses. Donc j'adapterai juste un peu le nom. Mais l'idée est là. Donc ça va se trouver dans la configuration globale euh, de la partie Pokémon, là, au même titre que les routes. Donc je vais l'appeler Pokémon DI pour Dependency Injection. Et c'est une factory qui va nous retourner des adapteurs comme on veut. Export, classe, là. Donc là pareil, hein, c'est du statique, hein, on ne veut pas stocker plus ou moins, pas d'état particulier dans cette classe, dans cet objet. Donc on peut passer par du statique, ce n'est pas grave. Là, donc lui il va prendre éminemment en paramètre l'HTTP client et il va retourner un Pokémon Loader. Là, ensuite je fais un bon vieux copier-coller des familles pour déporter cette partie-là, ainsi que celui-là. Hop, return, reste Pokémon Loader, et on va tester que ce que l'on vient de faire n'a rien cassé sur notre application. Hop. Pokémon Loader, et je lui passe en paramètre l'HTTP. Je lance, voilà, le Webpack s'est lancé tout seul de toute façon. Pas d'erreur de compilation. Je retourne sur le site et je vois que j'ai toujours mes Pokémon et l'appel qui est correctement fait. On va continuer. Donc je disais au préalable que je voulais intervertir les sources en fonction d'un paramètre. Donc j'avais préparé des scripts, qu'en l'occurrence où je disais à Node que je voulais dans le process.env une entrée source qui serait égale à la source de données que je veux. Donc là j'en avais fait 3. Hein. Les deux autres Firebase et GraphQL seront dans une vidéo à part, un peu bonus si vous voulez regarder, mais voilà, l'idée est là. Donc là, on va pouvoir faire tout simplement un gros switch case sur le process.env et sur la nouvelle entrée source que la valeur a définie. Là, si la source elle est égale à du reste, je vais juste vérifier. Voilà, c'est bien reste. Je fais une petite aparté, cette partie et ces parties-là sont évidemment également testables. Hein. Voilà, je ne l'ai pas fait là, c'est pas forcément gênant. Mais c'est également testable, bien évidemment. Là, reste, ça doit retourner l'adapteur reste Pokémon Loader et on met toujours un cas par défaut. Le cas par défaut sera arbitrairement la source de données qui est en mémoire. Hop, return. J'oublie pas de l'importer. Hop, on enregistre et on lance. Enfin, Webpack se lance tout seul. Pas d'erreur de compilation. Et là, je suis retourné sur si vous vous souvenez bien, ma source en mémoire, avec pas d'image. Effectivement, parce que moi j'avais lancé yarn start et lui, il start avec in memory de base. Donc on a bien remarqué
ça nous permet de remarquer que ça passe bien dans le cas par défaut, s'il a des choses qu'il ne connaît pas. En l'occurrence, là on peut voir dans InMemory, j'avais pas forcément de source définie. Et là, avec le script que j'avais déjà au préalablement écrit, il va falloir juste que je starte avec donc 2.dev, 2.rest. Hop là, il met bien la bonne source, il compile. Hop, on va aller voir s'il a fait le switch. Donc là, parfait. Comme par magie, maintenant en une seule ligne de commande, je peux switcher entre mon mode in-memory et un mode qui tape sur l'API REST que j'ai défini. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt très pratique qu'en une ligne de commande, je puisse switcher entre les deux, sachant que moi je passe une grande partie de mon temps sur mes données en mémoire, qui me permettent d'éviter des latences réseau, des choses comme ça. Mais je suis assez friand aussi de taper sur la bonne API pour voir si ce que j'ai développé fonctionne correctement. Là, pour la fin de la vidéo, on va faire un petit léger refacto, voilà, le return qui ne servait pas à grand chose. Donc voilà, donc là on termine sur ça. Comme je disais à un moment dans la vidéo, là c'est la partie 2, mais je ferai des parties 2.1 et 2.2 pour vous montrer que l'on peut également plugger d'autres sources de données. Par exemple, je pensais notamment à du Firebase et du GraphQL. Voilà. Mais c'est des parties bonus. Là, vous avez l'idée globale, comment on peut changer aisément de source de données sans toucher ce qu'on avait préalablement fait, c'est-à-dire nos use cases, nos entités et notre vue, uniquement en rajoutant un adapteur avec l'ADTO qui va bien et son mapper associé. Pour conclure cette deuxième vidéo, je propose de faire un récapitulatif de ce que je voulais démontrer. Donc, je pense notamment au changement facile de source de données et à garder un code toujours testable. Au niveau de testabilité du code, vous avez pu remarquer que je pense que je n'ai pas trop galéré, notamment en commençant toujours par les tests, du coup ça donne un code naturellement testable. Et ensuite, comment on avait découplé le projet, ce dernier restait également naturellement testable. Ensuite, sur le sujet du changement des sources de données facilement, on a bien vu qu'à la fin, en une ligne de commande, on pouvait switcher aisément entre la source qui nous a permis de construire le projet en standalone et la source qui tape sur une API REST, le tout en une seule ligne de commande. De plus, l'inversion ou l'ajout plutôt de la source REST n'a en rien cassé, endommagé ou autre chose le code qui avait été précédemment écrit. J'ai juste eu à plugger la nouvelle source de données à mon projet afin que celui-ci réagisse avec cette dernière. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. À la suite de cette deuxième vidéo, je vais essayer de faire des vidéos bonus sur cette même thématique de nouvelles sources de données.
Je pense notamment à faire une vidéo sur Firebase, avec une source de données Firebase, et une autre avec une source GraphQL. Sinon, pour la suite du fil rouge du projet, la prochaine, donc la partie 3, sera normalement dédiée au changement du framework, notamment d'affichage du projet. Donc, par exemple, passer d'Angular à du React ou à du Vue. Et peut-être que je ferai également une vidéo bonus. Si je choisis par exemple React ou Vue, eh ben, je ferai la vidéo bonus sur l'autre librairie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à mettre un pouce bleu. Dans la description, il y aura également des liens, notamment vers le repo, vers la première vidéo. N'hésitez pas à aller regarder. Je vous dis à bientôt pour la suite.